au pays, bien fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce 30 août 2020, dont voici le sommaire. Un militaire burundais de la première division militaire a été tué ce samedi au cours des affrontements qui ont opposé les militaires burundais à un groupe armé non encore identifié en commune Mukike de la province Bujumbura. Les mêmes affrontements ont eu lieu en commune Musigati de la province Bubanza. Vous aurez les détails dans ce magazine. Le ministre burundais de la Jeunesse lance un appel aux Imbonerakure à l'autoprotection. Un appel vu par les défenseurs des droits humains comme de la révolte des Imbonerakure contre le gouverneur de la province Kayanza qui avait récemment mis en garde cette milice pour ne pas s'ingérer dans les affaires sécuritaires. Dans la rubrique Ouaouka de ce dimanche, nous allons revenir sur les cas de disparition forcée des Burundais réfugiés dans les différents camps en Tanzanie, le motif ainsi que les auteurs de ces disparitions. Onésime Dushimagizé à la présentation de ce magazine, Lissi Kabira assure la mise en onde. Je vous le disais, un militaire de la première division militaire, connu sous le nom de J.D. Sabimbona, a perdu la vie au cours des affrontements qui ont opposé les militaires burundais à un groupe armé non encore identifié. C'était ce samedi lorsqu'un groupe de militaires de la première division était parti pour intervenir en commune Mukike de la province Bujumbura où un groupe armé avait attaqué la veille. Jusqu'à présent, aucun groupe armé n'a revendiqué cette attaque. C'est également silence radio du côté de l'armée burundaise. Plusieurs crépitements d'armes ont été entendus ce samedi en zone Muyebe de la commune Musigati en province Bubanza. Les habitants de cette zone indiquent qu'il s'agissait de l'armée régulière qui tentait d'empêcher un groupe rebelle d'accéder dans la forêt de Kibira. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ces crépitements d'armes ont commencé à être entendus vers 8 heures du matin dans la localité d'Ondava sur la colline Massare. Selon les informations en provenance de cette localité, il s'agissait d'un groupe d'hommes armés qui essayaient d'entrer dans la forêt de la Kibira en traversant la colline Naruzuru. Les militaires, les policiers et les Imbonerakure tentaient de les empêcher d'entrer dans la forêt de la Kibira et les affrontements entre eux et ce groupe armé se sont arrêtés vers 17 heures. Selon une source de la RPA, ce groupe avait fait incursion par la localité de Randa de la commune Bubanza, puis par la commune Manda pour atteindre la zone Muyebe de la commune Musigati. Sur place, les forces de l'ordre se sont lancées à la traque de ce groupe d'hommes armés. Les affrontements entre ces belligérants se sont poursuivis ce dimanche. Même si le bilan n'est pas encore connu, il y aurait des pertes enregistrées sur les deux parties. Selon une autre source, un autre groupe rebelle se serait déjà introduit dans la forêt de la Kibira en passant par la zone Ruche de la commune Rugazi. Eh bien, merci à toi, Clovis Nyonzima. Le ministre burundais de la Jeunesse reste dans son costume d'Imbonerakure. Ceci transparaît dans son appel lancé à la milice du parti CNDD-FDD pour l'autoprotection lors de la célébration de la journée nationale dédiée aux Imbonerakure ce samedi. De son côté, le nouveau gouverneur de cette province avait récemment mis en garde cette milice pour ne pas s'ingérer dans les affaires sécuritaires. Trésor Nyongabo. Ce samedi et à l'occasion de la journée nationale des Imbonerakure, le ministre de la Jeunesse, Ezekiel Nibigira, a rappelé à la milice du CNDD-FDD que l'ennemi de ce parti a été neutralisé grâce à la force manifestée par cette milice. Cet actuel membre du gouvernement burundais et ancien patron de cette milice a donc appelé son ancienne troupe à garder un œil vigilant car, disait-il, l'effectif des agents de l'ordre est insuffisant pour assurer la sécurité de proximité. Vous, les Imbonerakure de Kayanza, levez-vous et soyez aux aguets. Vous devez continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Sachez que nous ne sommes pas à mesure de déployer des policiers ou des militaires à chaque ménage.
Pourtant, le nouveau gouverneur de la province de Kayanza avait récemment indiqué aux Imbonerakure qu'il ne tolérera pas quiconque s'immiscera dans les affaires destinées aux agents de sécurité. Colonel Rémi Chichahayo a précisé que celui qui sera attrapé en train de faire des rondes nocturnes sera sévèrement sanctionné. Je ne tolérerai jamais quiconque persécute un citoyen, peu importe ce qu'il représente. Je vais le traquer. Nous avons des policiers qui sont des spécialistes de la sécurité. Il y a également des militaires qui veillent au respect de l'intégrité des frontières. Les citoyens sont priés seulement de fournir des informations en rapport avec la sécurité. Celui que je vais attraper en train de faire des rondes nocturnes, alors qu'il n'est pas policier, je vais l'embarquer et l'emprisonner. Cependant, en cette journée dédiée aux Imbonerakure, Ezekiel Nibigira n'a pas hésité à démontrer que l'allocution du gouverneur était aux antipodes des vœux du parti. Il y a ceux qui ont mal interprété certains discours. Laissez-nous vous expliquer clairement ce qui a été dit. Les Imbonerakure sont tenus d'être vigilants à partir de cet instant-ci. La journée dédiée aux Imbonerakure a été célébrée sur tout le territoire du Burundi. Dans la plupart des localités du pays, les Imbonerakure avaient même effectué tôt le matin de ce samedi des activités sportives de masse pendant lesquelles ils scandaient des slogans de haine et d'intimidation contre les opposants du parti au pouvoir. Merci aussi à toi, Trésor Nyongabo. Les propos du ministre Ezekiel Nibigira est un appel à la révolte des Imbonerakure contre le gouverneur de Kayanza. C'est du moins la réaction de Pacifique Inahazwe, président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. Pour Pacifique Inahazwe, ces propos rappellent les actes des Imbonerakure à l'époque où cette milice était dirigée par Ezekiel Nibigira. Suivez plutôt Pacifique Inahazwe, il est président du FOCODE. Il a dit que les messages qui ont été donnés avaient été mal compris et qu'il venait pour donner la vraie signification, le vrai sens des directives qu'il faut suivre. Et c'est alors qu'il a appelé les Imbonerakure à se réveiller, à se mobiliser depuis l'heure de son discours. Ceci est extrêmement inquiétant parce que le discours du gouverneur de Kayanza semblait donner une nouvelle orientation et avait été salué par plusieurs acteurs. Vous savez, les gens en ont marre, les citoyens en ont marre de certains abus des miliciens Imbonerakure qu'on a observés tout au long des 5 dernières années notamment. Des Imbonerakure tout puissants qui semblaient déjà au-dessus des services de sécurité du pays, qui pouvaient tabasser des militaires ou des policiers, qui se permettaient d'arrêter qui ils veulent n'importe quand, de violer des femmes, d'emprisonner des gens, qui se permettaient de faire disparaître ou d'assassiner des opposants, des Imbonerakure qui détruisaient des permanences de l'opposition. En écoutant le discours du gouverneur de Kayanza, les gens espéraient la fin de ces abus. Mais le discours d'Ezekiel Nibigira remet la peur dans la population, et Nibigira n'est pas n'importe qui. On se souvient qu'Ezekiel avait été le responsable de la milice Imbonerakure déjà depuis 2007, si je ne me trompe pas. En 2009, il avait lancé ce qu'ils avaient appelé l'opération Aigre éveillant, qui s'était suivie de plusieurs violences. Et cette opération a été suivie d'ailleurs par Safisha en 2010, qui a consisté dans des exécutions extrajudiciaires, des meurtres des militants du parti CNL un peu partout dans le pays. Et par après, on a connu la formation paramilitaire des Imbonerakure à Kiriba Ondes. Lorsque un tel dirigeant revient pour donner un tel message dans une province où il y avait le message d'apaisement, il y a lieu de craindre le pire. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
C'est l'indignation à travers tout le pays au vu des résultats des élections collinaires du 24 août dernier. Partout, l'on parle de nomination à la place des élections. L'onde de choc a été ressentie au sein même du parti CNDD-FDD. Certains membres de ce parti disent que les tricheries dans les récentes élections reflètent l'image de tout le processus électoral. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Telles étaient des indignations entre les membres du CNDD-FDD. C'était en date du 24 août à Marambo 1, commune Rugombo de la province du Bitoki, le jour des élections collinaires. Selon une source saine de ce parti, la colère avait grondé au sein des membres du parti au pouvoir qui n'ont pas digéré le désordre enregistré aux différents lieux de vote. Dans différentes localités de cette province, les candidats collinaires tête de liste se sont retrouvés à la queue de la liste définitive. Une situation pareille s'est produite dans la capitale de Bujumbura et en particulier au quartier 3 de la zone Buyenzi de la 14e avenue, un témoin raconte. Dans un des quartiers de la zone Buyenzi, un membre du parti UPRONA avait occupé la première place. La deuxième et la troisième place appartenaient aux membres du CNDD-FDD. Mais c'est le troisième qui se verra offrir la première place. Le deuxième, même s'il est membre du CNDD-FDD, n'a pas eu la sympathie des décideurs au sein du parti. Le même scénario s'est produit dans le quartier Kamessa de la zone Moussaga. C'est très grave. Tu t'imagines tricher pour des simples collinaires. À la place du gagnant, tu y mets celui qui avait perdu. Qu'en était-il des élections présidentielles et autres? Certains parmi les membres du parti CNDD-FDD indiquent que les tricheries dans les récentes élections reflètent l'image de tout le processus électoral. C'est très honteux ce qu'on est en train de faire. On impose les administratifs. On a organisé de soi-disant élections. Mais on se voit imposer des incompétents. De notre part, on nous a imposé un polygame. Imaginez-vous quelqu'un qui a près de 10 femmes. Vous vous représentez un tel administratif. Pourtant, il y avait des sages pour qui on avait voté. De telles tricheries ont été observées à travers tout le pays et c'est le parti qui a décidé, conclut notre source. Eh bien, Marie-Ange, il a causé, merci. Parlons éducation à présent. À une semaine de la rentrée scolaire, les défis pour les préparatifs restent nombreux. Certains parents révèlent qu'ils n'ont pas encore eu tout le matériel scolaire nécessaire, tandis que les autres ne savent pas où seront orientés leurs enfants. De leur côté, les enseignants trouvent que cette rentrée scolaire est précipitée. Le point avec Walter Cuiser. Tous affirment qu'il y a encore beaucoup de défis non encore résolus pour envoyer leurs enfants à l'école. Selon le journal La Voix de l'enseignant, les directeurs des écoles indiquent que les préparatifs ne sont pas encore terminés. Les directeurs révèlent que le ministère de l'Éducation n'a pas encore affiché les listes d'orientation des élèves. En conséquence, les écoles de la mairie de Bujumbura sont assiégées par des parents à la recherche des places pour l'orientation de leurs enfants. Ce journal mentionne que les directeurs des écoles trouvent qu'il y a eu précipitation dans la mise en place de la date de la rentrée scolaire. De leur côté, les parents et les enseignants s'attendaient à ce que le ministère de l'Éducation repousse d'1 ou de 2 semaines la rentrée scolaire, chose jusqu'ici pas faite. En plus de la date de la rentrée scolaire qui cloche, les parents mentionnent qu'ils ont l'habitude de percevoir leur salaire vers la fin de la première semaine du mois de septembre. Si cela se produit cette année, ils ne seront pas capables de se procurer du matériel scolaire avant la rentrée scolaire. Le journal La Voix de l'enseignant révèle que les directeurs des écoles à régime d'internat n'ont pas encore reçu les subsides qui les permettront d'accueillir et de nourrir les élèves. À cela s'ajoute la carence des enseignants et du matériel didactique. Malgré ces défis, les directeurs des écoles invitent les élèves à se présenter à l'école lundi 7 septembre, comme l'indique le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Chapitre gouvernance, le personnel de l'hôpital de Fota en province Moaro exige la réparation de l'ambulance du dit hôpital car celle qui a été accordée par le ministère de la Santé publique pour la remplacer est en mauvais état. Ce personnel accuse le médecin-chef du district sanitaire de Fota d'avoir vendu une des pièces de cette ambulance, ce qui l'a empêché de fonctionner. Le point avec Hervé Niouhir.
Cette ambulance octroyée au cours de cette semaine par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida à l'hôpital de Fota est tombée en panne juste après son arrivée. Le personnel indique qu'elle a été offerte pour remplacer celle dont une de ces pièces, à savoir la boîte de vitesse, a été arrivée et a été vendue par le médecin chef de district sanitaire de Fota, Nazer Ndeleiman. On a démarré l'ambulance et on l'a conduit au bord de la rivière qui passe tout près de l'hôpital pour être nettoyée. Depuis ce jour, on a essayé de démarrer encore une fois cette ambulance, mais en vain. Le ministère nous a donné une ambulance déjà décassée. Même ses numéros d'immatriculation sont incomplets. Que le ministère de la Santé publique le sache, n'est pas un dépotoir des véhicules usés. Le personnel de l'hôpital de Fota accuse le médecin chef de district sanitaire Nazer Ndelimana d'avoir vendu une des pièces de l'ambulance de cet hôpital, ce qui l'a empêché de fonctionner. Il exige la réparation de cette ambulance car celle qui a été accordée par le ministère de la Santé publique pour remplacer est en mauvais état. Cette ambulance n'a aucun autre rôle que de consommer l'hôpital. Nous allons débloquer énormément d'argent pour la réparer parce qu'elle est en mauvais état. Nous demandons qu'on répare plutôt l'ambulance de cet hôpital car à part que le médecin chef de district sanitaire Nazer Ndelimana a enlevé sa boîte de vitesse pour la vendre, il n'a aucun autre problème. Il faut qu'on achète cette pièce qui a été vendue et que cette ambulance hors d'usage qui nous a été offerte récemment soit retournée d'où elle est venue. À ce propos, nous avons essayé de joindre encore une fois Nazer Ndelimana, médecin chef de district sanitaire de Fota, ainsi que le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais sans y parvenir. Page des droits de l'homme à présent, certaines femmes et réfugiées en Akivale en Ouganda se sentent traumatisées suite au manque de besoins fondamentaux. L'une d'entre elles s'est entretenue avec notre confrère Emile Nibasumba. Cette femme de 58 ans indique qu'elle se sent souvent psychologiquement affectée quand elle pense à son mari et son fils tués au Burundi en 2016 au début de la crise liée au troisième mandat du président de la République. Aujourd'hui, dans le camp de Nakivale où elle s'est réfugiée, la ration alimentaire a été réduite. Au lieu de 30 000 shillings ougandais, chaque réfugié reçoit aujourd'hui 22 000 shillings par mois. C'est très compliqué, selon cette femme. Elle dit qu'elle utilise cet argent pour acheter du charbon, des tomates, etc. et que parfois, c'est totalement consommé dans quelques jours. Cette femme indique qu'elle a fui le Burundi avec un enfant qui est aujourd'hui âgé de 10 ans. Son enfant a aujourd'hui abandonné l'école. Elle dit qu'à l'arrivée à Nakivale, son enfant avait continué les études, mais que par après, elle a abandonné parce qu'il n'y avait pas de frais pour acheter son uniforme. Il n'y avait pas non plus les frais scolaires. Elle dit que son enfant a beaucoup pleuré, mais qu'il n'y a rien à faire parce qu'elle n'a pas de moyens. Cette femme, comme beaucoup d'autres réfugiés à Nakivale, demande aux différentes organisations de lui accorder un capital pour démarrer une activité génératrice de revenus. Le 30 août de chaque année, c'est la journée internationale des personnes disparues. Dans la rubrique Waouka de ce dimanche, nous allons revenir sur les cas de disparition forcée des Burundais réfugiés dans différents camps en Tanzanie, le motif ainsi que les auteurs de ces disparitions. La rubrique Waouka vous est présentée par Nadège Irakoze. Ubahuka. Plus de 90 Burundais réfugiés dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie sont portés disparus, ce qui crée un sentiment de peur et d'insécurité au sein des réfugiés burundais, car ils disent que le gouvernement tanzanien ainsi que le HCR ne font rien pour rechercher les disparus et protéger les autres réfugiés. Dans la rubrique Uwahuka de ce dimanche, nos invités vont nous parler des motifs et des auteurs de ces cas d'enlèvement et disparition des réfugiés, ainsi que les actions à mener pour faire cesser ces violations des droits des réfugiés. Au micro, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue. La radio des sans voix.
Les réfugiés burundais se trouvant dans les camps d'Onduta, Mutenderi et Nyarugusu en République unie de la Tanzanie sont victimes de plusieurs violations des droits humains dont les enlèvements et disparitions forcées. Marie-Ange Irakodze revient sur les quelques cas de disparition forcée des réfugiés au camp d'Onduta où seulement au début du mois de juillet de cette année, plus de 7 réfugiés sont portés disparus. Parmi les Burundais réfugiés au camp d'Onduta qui sont victimes de ces enlèvements et arrestations arbitraires opérées par la police tanzanienne figure un réfugié connu sous le surnom de Savimbi. Il a été arrêté en date du 4 juillet 2020 au marché du camp d'Onduta. Après l'avoir arrêté, selon ses proches, ses policiers sont allés effectuer une fouille dans sa maison. Plusieurs objets ont été saisis, dont un ordinateur portable et des téléphones mobiles qu'il utilisait dans son travail quotidien. Les proches de la victime indiquent qu'ils ne savent pas où il a été conduit. Et la nuit du 2 au 3 juillet 2020, vers 3 heures du matin, un autre groupe d'hommes tenus de la police tanzanienne, armés de fusils, ont effectué une incursion dans un ménage d'un certain Abdou Ndiokugayo, alias Sagaga. Selon les voisins de la victime, ce groupe d'hommes armés ont défoncé la porte de sa maison pour l'arrêter et ils l'ont conduit vers une destination jusqu'ici inconnue. Vendredi matin, ses proches se sont rendus au poste de la police situé dans la zone 1, mais la police les a indiqué qu'elle n'a aucune information sur le leur. Ils ont continué de s'informer au poste de la police situé dans la zone 16, mais la réponse a été la même. La police a fait savoir qu'elle n'est pas au courant de cette arrestation nocturne et qu'elle ne sait pas où il a été conduit. Une réponse qui a beaucoup choqué la famille d'Abdou car elle reste convaincue que le sien a été emmené par des policiers. Selon les réfugiés, au cours de la première semaine seulement du mois de juillet de cette année, plus de 7 personnes ont été enlevées de cette manière dans le camp d'Onduta par des hommes en tenue de la police tanzanienne. Léopold Charangabo, le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, donne les chiffres des Burundais qui sont déjà portés disparus dans les différents camps en Tanzanie. Certains réfugiés sont victimes de leur appartenance politique. Depuis 2018 à nos jours, nous avons plus de 95 réfugiés qui ont été disparus, mais nous avons déjà une identification complète de 35 réfugiés, c'est-à-dire les colonies d'origine, communes et aussi provinces. Donc, parmi eux, 18 sont d'Onduta, 13 de Mutenderi et 9 de Nyarugusu. Nous continuons donc l'identification de ces personnes disparues jusqu'à ce que nous trouverons l'identification de toutes ces dernières. L'accusation de toutes ces personnes disparues est la même, c'est-à-dire la formation de l'albério, la détention des armes. Ces personnes sont enlevées aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont enlevés par des personnes en tenue de la police tanzanienne ou en tenue civile avec visage masqué. Ils viennent pendant la nuit entre 2h et 3h du matin. Léopold Charangabo explique que les auteurs de ces cas de disparition sont en 3 groupes. Il évoque également les endroits où sont emmenés les réfugiés enlevés. Certains d'entre eux sont tués, d'autres transférés au Burundi. Les auteurs de ces disparitions sont classés en 3 catégories. Il y a le service national de l'enseignement tanzanien en collaboration avec celui du Burundi, aidé par les renvoyés du gouvernement burundais qui se sont déguisés réfugiés, qui habitent donc dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie. Ces derniers ont un rôle important d'identifier tous les réfugiés cherchés par le gouvernement burundais via bien sûr son service national de l'enseignement. Le jour de l'arrestation, ces déguisés réfugiés montrent où habitent les réfugiés qui sont en train d'être recherchés par le gouvernement du Burundi. Quelquefois, la police tanzanienne vient les arrêter ou bien le service national de l'enseignement tanzanien qui sont tous guidés par ces Burundais déguisés réfugiés. Ceux qui sont arrêtés depuis Nduta, quelquefois les agents de service national burundais sont parmi ceux qui les arrêtent. Alors, une fois arrêtés, on les amène
Amaragarazi, dans le lieu appelé Machinchiano en Swahili, signifie le lieu utilisé pour tuer ces gens qui proviennent des cas de réfugiés, c'est-à-dire qui proviennent d'Onduta, Mutenderi et Nyarugusu. Après avoir été torturés, ils sélectionnent ceux qui peuvent être tués sur place, ceux qui sont acheminés au Burundi et les autres qui vont être détenus dans les prisons de Kibondo, plus précisément à Nyamusivya ou dans les cachots du service national de l'enseignement tanzanien, qui vont plus tard être relâchés ou renvoyés au Burundi. Vous avez entendu le cas de ces réfugiés qui ont été enlevés la nuit du 22 juillet 2020 à Mutenderi, qui sont maintenant détenus au Burundi. Ils sont dans différentes prisons qui se trouvent au Burundi alors qu'ils étaient enlevés en Tanzanie. Donc cela est parmi les preuves tangibles que nous détenons, montrant que la Tanzanie joue un rôle important dans la dispersion des réfugiés burundais. Le motif d'enlèvement n'est autre que le mobile politique, car presque tous les victimes d'enlèvement étaient du parti de l'opposition. Il y a ces dictionnaires, c'est-à-dire pro-Rwasa, il y a les pro-Rajab, il y a ces de l'MSD. Pour faire cesser ces atrocités à l'endroit de ces réfugiés, Léopold Sharangabo indique que le gouvernement tanzanien devrait être traduit devant la justice car normalement, il devrait respecter les conventions internationales relatives aux réfugiés. Nous demandons d'abord la justice aux victimes de ces événements. La Tanzanie a signé les accords de Genève de 1951 en rapport avec les réfugiés. C'est-à-dire que la Tanzanie devrait sécuriser les réfugiés. Mais ce qu'elle a fait, c'est tout à fait le contraire. Donc, la Tanzanie doit être traduite devant la justice, étant donné que nous avons déjà des preuves qui affirment que les accusations qui pèsent sur la Tanzanie sont fondées. Le HCR doit aussi reconnaître sa défaillance pour n'avoir pas aidé les réfugiés en danger, pour n'avoir pas dit au gouvernement tanzanien de ne pas continuer d'enlever les réfugiés, étant donné que cette institution onusienne était informée chaque fois qu'un cas de disparition se présente. Non seulement ça, il y a aussi des actes de violation des droits des réfugiés faits par la Tanzanie pour que finalement les réfugiés burundais décident et même de rentrer. Par exemple, la destruction des maisons laissées par les réfugiés qui rentrent, des intimidations via les discours des autorités tanzaniennes. Il y a aussi la fermeture des marchés. Mais le HCR ne réagit pas. Ne déplore pas ces violations des droits humains. J'appelle aux autres organisations de la société civile et vrai en Tanzanie et celles de la sous-région d'aider pour que la Tanzanie cesse de continuer à violer les droits des réfugiés. Nous demandons à la communauté internationale, et plus particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, de suivre de près ce qui se passe en Tanzanie. Nous demandons aussi l'ouverture d'enquêtes sur ces cas d'enlèvement et dispersion forcée, étant donné que les preuves qui montrent que la Tanzanie joue un rôle important dans la disparition des réfugiés sont là. Concernant ces réfugiés enlevés puis portés disparus, ainsi que ceux qui sont enlevés et transférés dans les différentes prisons du Burundi, le représentant de l'Initiative internationale pour les droits humains, IRI en sigle, dans la région des Grands Lacs, David Kigozi, parle de violation des conventions internationales et régionales protégeant les réfugiés. Il souligne également que le HCR devrait tout faire pour mener des enquêtes pour connaître le sort des réfugiés portés disparus et faire relâcher ceux qui sont incarcérés. Sur les cas de réfugiés burundais qui sont portés disparus en Tanzanie, les familles témoignent qu'ils ont été enlevés par des personnes en tenue policière de la Tanzanie. Ils sont introuvables jusqu'à présent. En plus, selon des reportages de presse, 7 réfugiés burundais ont été enlevés ou arrêtés par la police tanzanienne dans les camps d'Onduta et Mtendeli en Tanzanie au mois de juillet 2020. Aujourd'hui, ils se trouvent incarcérés dans les prisons Burundi où on les a torturés selon certains rapports. Selon les conventions internationales et régionales en rapport avec la protection des réfugiés, il est interdit au gouvernement hôte de livrer des réfugiés
au gouvernement de leur pays d'origine contre leur volonté. Il incombe au gouvernement hôte alors de protéger les réfugiés sur son territoire, y compris la protection physique, économique, sociale et autres. Si un réfugié commet un crime ou un délit, il est acceptable de le traduire en justice dans le pays hôte selon la loi de ce pays-là. Même dans ces cas-là, on ne peut pas transférer le réfugié à son pays d'origine. C'est une violation des droits de la personne. En général, le HCR, la communauté internationale et les pays d'accueil des réfugiés, en particulier les pays limitrophes du Burundi, devraient veiller à ce que les réfugiés burundais choisissent l'option du rapatriement volontaire sans être mis sous contrainte. Les réfugiés qui ne se sentent pas encore en sécurité pour rentrer au Burundi devraient bénéficier plutôt d'un délai, des informations claires et justes sur la situation sécuritaire au Burundi ou sur son amélioration jusqu'à ce qu'ils décident volontairement de rentrer chez eux. Alors, il y fait appel au gouvernement tanzanien et burundais de mener une enquête dans cette affaire et d'élucider le grand public et la communauté internationale sur ces cas. Sinon, il incombe au HCR, en premier lieu, de déployer tous les efforts possibles pour la libération de ces réfugiés, mais aussi pour la localisation de ceux qui sont toujours disparus. On espère aussi que le HCR va être engagé dans l'enquête pour trouver la vérité. C'est sur la voie du représentant d'Oliri, dans la région des Grands Lacs, que nous clôturons la rubrique Ubahuka de ce dimanche, qui était centrée sur la disparition forcée des réfugiés burundais dans les camps en Tanzanie. Merci à nos invités, Léopold Charangabo ainsi que David Kigozi. Merci également à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci aussi à toi, Nadège Ilakodze, pour cette rubrique Ubahuka. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Et c'est parti que prend fait ce magazine. Merci aussi à Rissi Kabera et ingénieur de numéro pour votre collaboration technique. On est de Chimagize, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.